présentation, c'est comment aborder les corrélations entre les indicateurs pour éviter les biais dans la prise de décision multicritère. Donc, c'est le fruit d'un an de recherche que je vais vous présenter aujourd'hui sur 5 points essentiellement. On va en gros faire des constats, regarder comment on peut corriger certains problèmes, voir si on les corrige et parler de la suite des choses. Donc, en économie circulaire, là, bon, on est entre nous. Je pense qu'on sait c'est quoi l'économie circulaire. On sait que c'est un système aussi complexe, plusieurs acteurs, plusieurs décisions, plusieurs euh, échanges de flux, tout ça. Beaucoup de choses à faire, un grand chantier. Une chose que je veux vraiment attirer votre attention aujourd'hui, c'est vraiment la notion de décision. En fait, les parties prenantes, elles ont plusieurs décisions à prendre aussi dans cette transition. Et elles reposent généralement ces décisions sur des indicateurs. L'enjeu avec les indicateurs, c'est ben, ça indique. C'est super simple de fonction, ce qui fait que c'est super simple de création aussi. Et comme c'est super simple de création, il y en a beaucoup. On peut penser à l'OCDE, qui en a 474 dans un document. Je vais vous donner une idée. Et là, il y a un peu de la redondance d'informations et il y a des indicateurs qui vont commencer à être liés entre eux. Et si on ne fait pas attention, ben on prend ces indicateurs-là qui sont liés et on biaise notre prise de décision. C'est ça le constat avec lequel je suis arrivé dans la dernière année. Pour vous aider à visualiser un petit peu, pensez à un cas typique de je suis une entreprise, je veux décider qu'aujourd'hui, on a un excellent profil environnemental parce qu'on a réduit nos GS et notre consommation d'énergie. Et là, si vous êtes un peu sceptique, vous allez poser la question, c'est quoi ta source d'énergie principale? Elle vous répond pétrole et vous êtes comme, ouais, ok. Pas faux, bien, bien, mais c'est pas aussi fort que ça en a. Et ça, c'est un exemple un peu caricatural, mais j'en ai trouvé un vrai dans la littérature. Bon, je ne veux pas trop dénigrer le travail qui a été fait par ces auteurs, c'est quand même un excellent travail, mais il y a quand même eu cet enjeu-là. Donc, la référence de l'étude est ici. Ils ont étudié l'économie circulaire et la productivité agricole dans les pays de l'Union européenne. Ils ont fait un classement de ces pays-là puis là, je vais plus me concentrer sur la productivité agricole parce que c'est vraiment là que se trouve mon bon exemple pour vous. Et ils ont pris 8 indicateurs aussi. Je vous montre à l'écran, c'est un diagramme d'analyse par composante principale, un diagramme de contribution. Ce qu'il faut retenir de ce diagramme-là, c'est que plus les points sont proches, plus les indicateurs qui se trouvent dans ce diagramme-là sont corrélés. Et si c'est à 90 degrés, à l'inverse, c'est plus souhaitable, c'est moins corrélé. Donc, si on regarde le premier indicateur, on a l'extrant de l'industrie agricole. Bon, OK, ça va, ça a du sens. Je vais regarder donc les prochains. Il y en a quand même 7 qui sont regroupés entre eux. Hein. Il y a peut-être un enjeu ici. Et si je regarde les prochains, bon, j'ai le blé, les pauvres, le nombre de vaches laitières, le nombre d'animaux bovins, la valeur ajoutée, l'orge. Il y a comme un petit problème ici. C'est toutes des variables de stock qui vont être vendues. Bon, il y a une notion temporelle à ça. Là. Ça veut dire que mon blé, je l'ai là, je vais le vendre éventuellement. Mais n'empêche que dans la vie de tous les jours, on ne fait pas du blé pour le fun, on fait du blé pour le vendre et faire de l'argent. Et donc, ça devient éventuellement un extra qui devient éventuellement une valeur ajoutée. Donc, juste avec ce petit exercice de pensée-là, je vois qu'il y a de l'information ici qui commence à être redondante. Il y a peut-être un problème dans cette prise de décision. À ça, je veux quand même mentionner que le pourcentage d'emploi en agriculture qui est tout seul en haut reste relativement indépendant du reste. Et si on continue avec ce cas de décision-là, ce que les auteurs et les autrices de l'étude ont fait, c'était surtout de dire, ben, tous les indicateurs sont pondérés de façon égale. OK, c'est tout pondéré de façon égale, mais ils sont tous corrélés entre eux. Fait que je ne suis pas en train de remettre un peu la force dans la notion productive, la notion d'extra. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller chercher plus large et de ratisser plus large? C'est une question à laquelle on se mérite, on est en droit de se poser en ce moment. Ils ont aussi, donc, comme je le disais, classé les pays. Je vais vous montrer les 5 premiers de ce classement-là et les 5 derniers aussi. Donc, on a le Danemark, le Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la Chypre. Et en bas, on a Pologne, Croatie, Grèce, Portugal et Roumanie. Important de présenter ça parce que, bon, quand on prend des décisions, on ne s'intéresse pas forcément à tout le classement, on s'intéresse généralement au meilleur ou au pire pour proposer des actions, regarder qu'est-ce qu'on peut tirer comme apprentissage. Donc, moi, je vois qu'il y a une pondération ici qui est biaisée. Je vais vous proposer ici une façon de corriger ça. Pour ça, je vais reprendre leur pondération quand même. On va reprendre un peu de leur matériel et je vais ajouter un peu une notion de pondération subjective qui veut essentiellement dire que c'est une pondération basée sur leurs préférences de parties prenantes. Les parties prenantes qui décident cette pondération-là. Je vais ajouter une pondération objective qui, elle, se base davantage sur les données de la prise de décision. Nous, on a pris ici l'entropie. L'entropie étant basée sur le même phénomène physique de désordre.
plus il y a de désordre dans l'information, ça veut dire que plus l'information elle est diversifiée. Et plus cette information-là est diversifiée, plus cet indicateur-là doit être pondérant dans la prise de décision. Et à ça, moi, je vais ajouter une méthode basée sur l'analyse par composante principale, où est-ce que je vais prendre un peu des deux, à l'aide du diagramme que j'ai montré un petit peu plus tôt. L'idée ici, c'est qu'on va respecter le principe, en plus que c'est à 90 degrés, plus que c'est indépendant, plus qu'on va favoriser les préférences des parties prenantes, parce que c'est pas corrélé, c'est correct de faire ça. Quand c'est plus proche, ben non, au contraire, on va vous enlever votre poids dans la prise de décision et on va donner plutôt d'informations contenues dans les données. Nos façons de le voir, en fond, c'est que plus c'est corrélé, moins on écoute la partie prenante. Bon, un œil avisé aussi verrait que là, moi, j'apporte une nouvelle méthode, j'apporte deux nouveaux morceaux à cette méthode-là. La première question qu'on peut déjà se poser, c'est est-ce que c'est l'intégration ou est-ce que c'est la méthode de l'entropie qui amène ces changements-là? J'ai tout testé ça avec des sensibilités. Je pourrais faire un cours d'une heure sur les sensibilités. J'ai 15 minutes. On va passer à la suite des choses. Et notre méthode amène donc des poids de différence. Donc, on voit la pondération originale avec répartition égale, 1/8 pour chacun des indicateurs. On voit que le blé et l'épaule, ça a beaucoup diminué et le nombre de cochons, ça a beaucoup monté. Ça veut dire que, bon, sont corrélés, puis il y a une entropie plus forte. Donc, on va les monter ou on va les diminuer si c'est l'entropie plus faible. C'est le seul constat vraiment qu'on peut faire parce que de toute façon, en prise de décision, ce qui nous intéresse, pardon, c'est le classement. Et donc, on reprend le classement. Je ne vais pas montrer le bas du classement parce que ça n'a pas changé vraiment. Mais dans le sommet, donc ça a bougé dans le classement, mais plus particulièrement, le Luxembourg a quitté les 5 meilleurs pays et la Malte est allée. Puis là, ça a l'air bénin. Là. Je suis en train de vous dire, wow, il y a un pays qui a quitté le top 5, ça a l'air de rien. Mais comme je l'ai dit plus tôt, on s'intéresse aux meilleurs, aux pires. Puis c'est avec ça qu'on va prendre des décisions. Là, j'ai plus le même meilleur. Est-ce que je prends les mêmes décisions? Est-ce que je vais faire les mêmes recommandations? Est-ce que j'en tire les mêmes conclusions? Bon, la réponse est non. Fait que, ici, pour moi, ça, c'était un changement que je considérais significatif. Lucas, c'est content que les Pays-Bas soient en Non, un changement. Non, comme c'est évident. Félicitations, Lucas. Les Pays-Bas sont rendus en premier grâce à ma correction. Mais merci, il y a toute une nation. Meilleur que 14. À ça, on rajoute aussi qu'il y a 16 pays qui ont changé dans le classement global. Bon, si je vous mets un classement de 27 pays, ça va être assez lourd comme diapo. 16 pays ont changé, donc j'ai même plus le même classement. On s'entend. J'ai des changements assez significatifs juste parce que je suis venu changer la pondération. Puis là, ça, ben, c'est une étude de cas qui permettait un peu d'introduire toute cette matière-là. Et moi, j'ai été appliquer ça sur tous les cas de décision de cette étude-là. Il y en avait 4, il y en avait aussi sur l'économie circulaire. Je remets à l'écran donc les deux changements significatifs que je viens de discuter pour que vous puissiez faire une référence. Et pour cette étude de cas, vous voyez qu'il y a beaucoup de changements significatifs. Particulièrement dans les modèles d'économie circulaire, là, presque tous les pays ont changé de classe, puis ça a bougé de beaucoup. Et il y a des pays aussi qui ont fait plus que 5 dans la variation de classement, ce qui est quand même assez énorme comme changement. Quand même, une petite nuance que je vais apporter sur celui-là, c'est que ce cas de décision-là, c'était des données assez sensibles. C'était tout arrondi au même chiffre significatif, à 3 chiffres significatifs. Puis là, il y avait 5 pays classés différemment, mais qui avaient toute la valeur de référence 0,50. Bon, OK. Quand je surrépliquais, ça faisait plein de changements. Mais naturellement, quand tu changes tout, ben, tout rechange. Je vais juste amener cette petite nuance-là, mais n'empêche que ça apporte quand même beaucoup. Puis si on regarde la prochaine étude de cas sur les objectifs de développement durable, ici dans des contextes de ville durable, ils ont 6 cas de décision. Le dernier, le Daria Top 6 que vous voyez en bas, c'est une agrégation des 5 premières. Fait que naturellement, quand on voit que tous les cas de figure ont des changements significatifs, donc la majorité des pays ont changé, il y en a des pays qui ont développé de 5 en haut, 5 vers le bas. Nos sommets, nos bas de classement ont changé aussi. Naturellement, chez le dernier cas de figure, il va être présent aussi. Le contraire aurait été surprenant. Dernière étude de cas ici, et la raison pourquoi d'ailleurs qu'on a ce cadre d'analyse de changement significatif, c'est parce que on va voir, non pas non, après la référence de l'étude, que c'est pas tout à fait, il n'y a pas autant de changements significatifs. Il y a juste un cas de décision où est-ce que la majorité des pays ont changé. Le reste est resté très similaire. Et la raison pourquoi, dans ce cas-ci, c'est que oui, il y a eu des changements de pondération, mais l'indicateur le plus pondérant, c'était le même.
le deuxième indicateur le plus pondérant, c'était encore le même. Et donc, cet ordre là est resté assez similaire, ce qui a limité la portée des changements. Donc, c'est pour ça qu'on peut un petit peu mieux nuancer, un peu mieux analyser là, les effets de ma méthode sur différentes études de cas. Et ça, c'est l'équivalent de une année de recherche d'un manuscrit qui fait 60 pages et qui est encore chez le réviseur. Il y en a un qui, depuis la dernière fois que j'ai présenté ça, il y en a un qui a soumis sa révision. J'attends le deuxième. Donc, ce diagramme-là, mine de rien, a été assez central dans ma méthode dans la dernière année. L'enjeu avec ça, c'est que c'est beaucoup de données qu'il faut aller chercher pour être capable de non seulement reproduire correctement un diagramme d'analyse par composante principale, mais aussi, après ça, il faut aller calculer une nouvelle méthode de pondération, il faut aller l'intégrer, il faut calculer l'angle, donc tout ça. Donc, il y a quand même beaucoup de calculs, il y a quand même beaucoup d'enjeux d'accès à la donnée, et il y a donc une limitation ici quand même assez opérationnelle que j'ai observée dans la dernière année. Là, je me pose la question si on n'a pas moyen de simplifier ça pour rendre une solution qui est plus cliente. Et bien, la réponse, c'est oui, en fait, parce que on a ici des corrélations et on pourrait se demander pourquoi on ne fait juste pas retirer des indicateurs qui sont redondants. Là, ça ouvre un petit boîte de Pandore, cette affaire-là, c'est-à-dire, OK, mais qu'est-ce que ça implique d'enlever des indicateurs? Comment ça va changer la pondération? Est-ce qu'il faut que je corrige? Est-ce qu'il faut que ça soit différent? Si c'est différent, c'est-tu bien? Est-ce que c'est pareil? Toutes ces questions-là que je suis en train de me poser pour réduire les temps. Et bien, sincèrement, j'espère avoir la réponse 94e complet de la classe dans un appel. Merci. En effet, c'est très intéressant. Puis, mais voilà, j'ouvre la discussion, qui est des questions. J'ai, comme le Québécois dit, du misère. Je croyais que le Pays-Bas soit le premier. Je veux trouver un problème ici. Donc, mais ma question, tu parles de l'assumption que tous les indicateurs sont également bons. Est-ce que ça, c'est correct? C'est plutôt, dans le cas d'études que j'ai présentées, si les auteurs ont dit, nous, on considère que tous les indicateurs ont une pondération égale. C'est pas forcément le cas dans chacune des études que j'ai comparées par la suite. Ouais. L'idée, c'est qu'on reprend un peu leurs résultats, on amène ce qui manque, et après ça, on regarde que ça va changer. Ils ont commencé de cette base. Exact. OK. Donc, ça sera une question intéressante. Tu as touché ça à la fin. Est-ce qu'on doit enlever quelques-uns? Peut-être. Ça, c'est intéressant de regarder si vous pensez, vous, l'équipe, toi, il y a des autres qui sont, quelques-uns qui sont meilleurs que les autres pour telle raison. C'est un commentaire. C'est Merci. la suite de mes recherches. OK, super. On s'en reparle l'an prochain. Merci beaucoup. Oui, merci. Oui. Merci pour la présentation. J'ai trouvé ça intéressant là, de questionner la question des indicateurs. J'ai plusieurs questions. Alors, peut-être que je n'ai pas compris le début. Voilà, j'avais besoin d'éclaircir un peu. D'abord, en fait, je me suis posé la question, comment est-ce que les indicateurs à la base ont été construits? Qui les a construits? Dans quelle philosophie? Puisqu'en théorie, quand on va à la littérature en cours de gestion, on construit des indicateurs pour répondre à une certaine stratégie. Et du coup, là, je n'ai pas retrouvé le pourquoi. En fait, ça peut expliquer aussi pourquoi il y a ces indicateurs et qu'ils soient plus prépondérants que d'autres. Et donc, bon, ça, c'était la première question. Et ensuite, du coup, comment ils ont été construits, avec qui? Et après, comment ils sont vraiment utilisés? Tu as dit qu'il y avait des impacts sur les prises de décision, mais c'est quoi les prises de décision concrètement? Qu'est-ce que ça impacte? L'allocation de moyens, enfin voilà, j'imagine que tu as des exemples. Et après, quelle est la part dans ces prises de décision des éléments quantitatifs par rapport aux éléments qualitatifs, puisque on sait qu'on fait du contrôle de gestion évidemment à partir de ces éléments, de ces indicateurs clés, mais aussi avec d'autres pratiques plus informelles ou des éléments plus qualitatifs. Comment ça rentre en ligne? C'est peut-être une extension. Oui, ben, je vais peut-être recontextualiser les études parce que ça va justement donner ce qui manquait ici. Les 3 études de cas ont basé leurs données sur la base de données Eurostat. Eurostat a déjà défini ces indicateurs-là dans le cadre de l'engagement à la politique d'économie circulaire. Productivité actuelle, mais à peu près le même concept. Et développement durable, c'était pour les différentes atteintes d'objectifs de développement durable. Donc, c'est très quantitatif, parce que tout ça, c'est mesuré, c'est rapporté sur leur base de données, ils font juste qu'on peut extraire ces données-là sans enjeu.
Et là, j'ai des autres questions. Les exemples d'utilisation en termes de prise de décision derrière, c'est quoi comme type de décision qui sont prises? Là, ça va aller, je vais aller dans ces articles-là. Beaucoup, c'est très de la recherche scientifique, donc beaucoup, c'est faire les constats de politique agricole et mettre des recommandations pour les différents pays. Et après ça, je pense pas qu'ils sont allés plus loin que ça. Du moins, dans leurs articles, ils sont pas allés plus loin que ça. Il y a peut-être une suite que j'ai pas encore captée, mais c'est à peu près ça comment ça finit. Ok. Ok. Et puis la dernière question, c'était effectivement, est-ce qu'il y a une partie qualitative ou pas du tout là, au vu des types de décisions? Ah, c'est très, très quanti, là. C'est voici, tu le vois dans les études, c'est voici notre tableau de décision, puis c'est la valeur de tous les indicateurs pour 2012 et 2020, pour tous les pays. Voici tous les calculs qu'on fait, voici ce que ça donne, puis bam, ça, c'est les 5 meilleurs, puis c'est ça qui est analysé. Je pense qu'il y a toute une littérature sur on devient ce que l'on mesure. Ouais. Et je pense que là, je pense que ces données là auraient beaucoup de sens à discuter avec cette littérature-là, parce que du coup, on se rend compte que la politique agricole dans le pays où il y a l'économie circulaire va être dépendante des indicateurs qui sont utilisés là et du coup des recommandations qui sont. Je suis très d'accord, puis j'avoue que je n'ai pas pensé à ça, fait que c'est des références. J'en ai plein pour en parler. Excellent, excellent. Bientôt, il y a une pause. On peut discuter davantage. Vous, peut-être une question, puis après une question. Pour répondre à votre question sur derrière ces indicateurs, tout ce qu'il y a en termes de stratégie, avec des collègues, on a travaillé sur des indicateurs d'Eurostat, et en fait, derrière ça, c'est une stratégie de l'Union européenne pour faire du délivrage. Et toujours, en fait, dans une logique de croissance, on fait de l'économie circulaire dans un cadre linéaire. Alors, c'est un peu ça. Alors, moi, j'ai une question qui m'inspire, je trouve ça très intéressant. Une fois que tu corriges ces indicateurs, est-ce que, après, tu as des classifications qui changent. Ouais. Est-ce que derrière, tu croises avec d'autres données pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu as des mouvements comme ça de classification, par exemple, des données socio-économiques ou autres que tu as? J'ai moins été cherché dans la source des données. Moi, j'ai beaucoup testé la robustesse de la méthode et voir comprendre pourquoi méthodologiquement ça a changé. Okay. Mais là, est-ce que pourquoi derrière quels phénomènes socio-économiques sont différents, j'en ai pas vu. Il y a eu dans l'étude de cas, je pense que je vais le cliquer le diapo, ça va aider. Dans l'étude de cas d'objectifs de développement durable, il y a eu quelques exemples où est-ce que justement, ça semblait un petit peu ben trop étonnant pour passer à côté, là. Je pense que c'est notamment le partage. Il y avait des parts de partage d'autobus dans le transport. Il y avait comme la perception de la criminalité. Là, on voyait que justement, ce qui explique tout le mouvement dans ces données-là, c'est que une notion de perception de la criminalité, il y avait une corrélation. Non, c'est ça, il y avait une corrélation entre la perception de la criminalité et le transport collectif. Donc, c'est quand même étonnant de voir ça. Puis, en fait, c'est ça, c'est une perception de la criminalité qui est là. Et quand tu regardes un petit peu dans la littérature, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une perception que le transport collectif, c'est dangereux. Et donc, on pense que les pays où il y a plus de transport collectif sont des pays qui sont dangereux. C'est là qu'on voit un petit peu plus pourquoi il y a des corrélations, pourquoi ça peut bouger. Mais à part vraiment ceux qui sautaient aux yeux comme ça, j'ai pas été plus ça. Ma question, c'est juste pour atterrir sur le réel en disant, voilà, c'est l'indicateur qui change la donne, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a telle spécificité dans le Danemark qui est là. Définitivement, je pense que je c'est juste une suggestion. Oh oui, mais très pertinent. Merci beaucoup. Ça va bien, je pense. En fait, j'avais un peu les mêmes idées que mes deux collègues. Dans ta présentation, je l'ai trouvé super intéressant, puis je comprends que ta contribution, ton intention de contribution, c'est une intention de contribution méthodologique. Oui. Mais, comme je parle pas pour elle, mais j'ai eu l'impression que mes collègues, comme moi, ont trouvé que ta présentation était un peu désincarnée. Donc, et tu l'as dit toi-même, très concentrée sur les données. Je trouve que ça aurait été intéressant, puisque tu as fait une analyse de composants principales, de montrer peut-être les relations entre les variables que tu nous as montrées là,
en termes de modèle d'équation structurelle. Me demande pas de parler de modèle d'équation structurelle. Je suis un chercheur qualitatif, donc j'ai atteint le fond de ma compétence. Hein. Donc, je connais le mot. Et au même niveau maintenant, je t'avoue, je connais le mot pas bien. Mais tu vois, en regardant ton graphique, je me suis dit, ben, ce serait intéressant de voir comment ces facteurs qui apparaissent comme corrélés, pourquoi ils sont corrélés. Donc, pour rejoindre mes collègues, soit d'ajouter une explication conceptuelle ou théorique, ou soit de rajouter un peu de qualitatif autour pour montrer. Moi, quand j'ai vu ton graphique, ce qui m'a surpris, c'est quoi? Le nombre d'emplois en agriculture n'est pas relié aux extrants dans le secteur? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et Michel a donné la réponse. Elle a dit qu'en Europe, on est dans un système très automatisé, très robotisé, et donc il y a un découplage entre le nombre d'emplois dans le secteur de l'agriculture et la production. Donc, super intéressant, et pour répondre à des gens avec des inclinations plus quali ou qui veulent savoir qu'est-ce que ça veut dire conceptuellement, si tu pouvais donner quelques exemples ou plus. Et ce qui serait super intéressant, c'est tes recommandations que tu fais. On comprend bien qu'elles sont fondées méthodologiquement, mais à ce moment-là, ces recommandations, dans un ou deux cas concrets, qu'est-ce que ça voudrait dire conceptuellement? Je crois qu'on reste sur notre fin. Ben oui, c'est ça, exact. On En a fait. envie de savoir, au fait, finalement, tous ces indicateurs, ils ne sont pas bons, il faut les corriger. Pourquoi? Oui, ben, je vous entends. C'est sûr. Mais définitivement, il faut, je dois, moi et mon équipe, ramener ça pour voir plus en détail, puis éviter justement ce qu'on mesure, donc qu'est-ce que ça implique. Ouais, littérature là-dessus, je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Et puis, ça renvoie aux éléments réels aussi. Je pense que qu'est-ce que ça implique concrètement. Il y a même, je peux ajouter juste un petit grain de sel aussi, c'est que avec votre analogie de faire comme une économie circulaire, qui va comme linéaire aussi, il y a comme un truc, effectivement, c'est de comme flatter que les Pays-Bas ont monté, mais par contre, il y a quand même beaucoup de problèmes aussi. Il y a comme on a atteint des limites naturelles, puis écologiques aussi, on peut pas comme exhauster, je veux dire, exhaust, comment on dit en français, mais de continuer de prendre, donc on est super efficace, mais bientôt déjà trop efficace. Donc, ça peut plus se soutenir. Donc, la limite durable, en fait, donc c'est quoi la durabilité? C'est être pris en compte, peut-être pas encore ici pour le manuscrit, là, mais plus tard, c'est quelque chose de prendre en compte aussi parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, par exemple, d'azote, tout ça. Donc, ça fait maintenant beaucoup de blocages pour la construction. Je permet actuellement au Pays-Bas. Donc, ça donne beaucoup de guerres presque. Donc, je veux dire, c'est comme, c'est d'autre côté. Oui, tout à fait. Merci de nous trouver mon dernier article d'intérêt. Mais merci beaucoup. Puis je pense que